C'est en train d'effrayer 5 pilotes mexicains chevronnés. La curiosité est le propre de l'homme. Je veux juste qu'elle nous explique ce qu'elle a vu. Elle dit qu'elle veut pas nous parler. Ça vaut le coup de creuser le sujet. L'être humain est en quête de réponses depuis la nuit des temps. Ça fait des siècles qu'on voit des ovnis là-bas. On trouve cette gelée dans une zone bien précise de la jungle. Il se passe des choses étranges dans la jungle de Rio Blanco. Il se peut qu'on ne soit pas la seule civilisation intelligente de l'univers. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Alors, où sont ces extraterrestres? Cet objet ne vient pas de notre planète, d'après ce qu'on voit sur cette vidéo. Je confirme. C'est une preuve décisive. C'est une information qui bouleversera complètement notre enquête. Mis bout à bout, c'est impressionnant. L'enquêteur Mike Cole et le spécialiste en analyse des conflits Michael Livingstone mènent une enquête afin de prouver qu'une forme de vie extraterrestre est entrée en contact avec la Terre. Tout nous ramène à ce tremblement de terre. Et ce n'est pas un séisme comme les autres. Il est vraiment bizarre. L'équipe a identifié une série de sons extraterrestres et de phénomènes étranges. Ils ont tous été enregistrés près de l'épicentre du séisme de 2011 en Virginie, qui a touché la côte Est et le Washington Monument. Est-ce que la présence d'un engin extraterrestre dans l'atmosphère pourrait avoir cet impact sur la Terre au point de la faire trembler? Pour le moment, c'est difficile à dire. Il faut qu'on cherche d'autres séismes comme celui-ci. Et si on trouve des similitudes, on sera sur une piste. On va essayer de trouver quelque chose dans le logiciel. On cherche des séismes inhabituels, anormaux et de forte magnitude. OK ? Afin de vérifier cette théorie, l'équipe recherche des séismes hors normes dans le logiciel d'analyse de liens conçu pour la CIA. C'est parti. OK, regarde. On a 5 résultats classés très pertinents. Chili 2010, et regarde, on a un séisme qui a touché le Mexique en 2017. Et il est pertinent à 91%. 400 séismes en l'espace de 14 jours, entre le 7 et le 23 septembre. De rares secousses. C'est énorme. Le Mexique est un pays qui est souvent touché par les séismes. Mais 400 tremblements de terre enregistrés en seulement 2 semaines dans une seule et même région, c'est vraiment pas banal. On est sur une piste. Mais reste à savoir s'il y avait des phénomènes étranges dans les airs à ce moment-là. On regarde ça. Ouais. OVNI, pan, témoignage, signalement. Du 7 au 23, au Mexique. Mexique. Ouvre cet article. Jorge Galindo, le 23 septembre 2017. C'est à la fin de ces 2 semaines, non? Ouais. Des dizaines de personnes ont vu un objet volant non identifié le samedi matin, au moment du séisme. Apparemment, ce n'était pas un vaisseau, mais plusieurs objets argentés en forme de sphère. On a quoi d'autre? OK. Il y a toute une liste de signalements d'OVNI. Le logiciel identifie une base de données centralisée de tous les signalements enregistrés au Mexique en septembre 2017. Rio Blanco, Rio Blanco. Tous les signalements sont à Rio Blanco. 27 signalements différents sur cette période de 2 semaines. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que Rio Blanco ne se trouve qu'à 120 km de l'épicentre du tremblement de terre. Il y a une tendance qui est en train de se dessiner. À Waynesboro, on avait beaucoup de signalements. C'était à proximité du foyer d'un séisme particulièrement étrange. Et c'est la même chose ici. Il faut qu'on parle à ces témoins. Je veux savoir ce qu'ils ont vu. Mais le gros problème, c'est que chacun de ces signalements a été fait de façon anonyme. On a quand même un nom. Jorge Galindo, un journaliste qui était sur le terrain et qui a interrogé tous ces gens. Si ça peut nous permettre de prouver qu'il y a eu contact, il faut absolument qu'on en sache plus, et cet homme peut nous y aider. Il ne donnera pas ses sources. Nick est parfait pour ce job. Il faut qu'on creuse cette piste, donc on va envoyer Nick et Sarah sur le terrain. Ok, on verra ce qu'ils trouvent. On a du mal à croire qu'il y a eu un séisme il y a 1 an et demi. C'est beau. Regarde ces montagnes.
Nick Carnesi, agent de renseignement du corps des Marines, et Sarah Credas, astrophysicienne et journaliste, sont à Rio Blanco pour rencontrer le journaliste Jorge Galindo. Ce qui m'intrigue, c'est que ce journaliste a des tas de témoins qui ont vu des objets dans le ciel au moment du séisme. Mais ils ont tous témoigné de façon anonyme. Il n'y a pas un seul nom dans son article. Il faut qu'on creuse le sujet parce que ces témoignages peuvent être d'une grande utilité. Merci de nous recevoir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous a poussé à écrire un article sur les ovnis signalés pendant ce tremblement de terre? Bueno, lo siguiente que recuerdo después a las 2 horas del terremoto fue el hecho de que a través de las redes sociales se empezaron a registrar algunos comentarios de personas que aseguraban haber visto objetos en el cielo. Vous vous rappelez combien il y en avait? 40 personas. D'après Jorge, 40 personnes ont signalé des objets non identifiés dans le ciel. Ils sont plusieurs à avoir vu un objet. Que ce soit 40, 35 ou même 30 personnes qui l'aient vu, ça fait pas mal de monde. Il y avait quelque chose de très intriguant dans le ciel ce jour-là. On parle de gens qui étaient en train de vivre un séisme, ce qui veut dire que leur vie était potentiellement en danger. Qu'ils décident de s'arrêter en pleine rue, de lever la tête et d'observer ces objets, plutôt que d'essayer de se mettre à l'abri. Ça en dit long. C'est que ça devait vraiment valoir le détour. Je sais que vous n'avez pas vu l'objet, mais est-ce que vous pouvez nous dire comment il se déplaçait? La gran mayoría coincidía en el hecho de que lo que estaban viendo eran sobre su eje. Il se balançait sur son axe et en même temps, il tournait sur lui-même. Il est resté dans les airs pendant une trentaine de minutes et il a disparu. Le jour du séisme, ce n'est pas une poignée de gens, mais 40 personnes qui ont toutes vu la même chose dans le ciel de Rio Blanco. Rio Blanco est un petit village. Il n'y a que des cannes à sucre et la jungle ici. Donc il n'y aurait pas eu autant de signalements dans un petit patelin s'il ne s'était pas réellement passé quelque chose. J'ai remarqué que tous les témoignages que vous avez recueillis sont anonymes. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle les gens n'ont pas voulu donner leur nom? Hay gente teme por su seguridad. D'après mon expérience militaire, les cartels sont une réelle menace au Mexique. C'est simple. Les gens ne veulent pas parler aux autorités de peur que ce soit mal perçu par les cartels. Vous appelleriez la police et risqueriez votre vie pour signaler un ovni? Je suis moi-même journaliste, donc je comprends l'importance de protéger ses sources. Mais on mène une enquête et on aimerait obtenir des réponses. Est-ce que vous pensez qu'il serait possible d'avoir le nom d'une personne qui a été témoin de cet événement? No estoy muy seguro de que quiera responderles a sus cuestionamientos. Sin embargo, lo voy a intentar. Il n'est pas convaincu qu'elle accepte de répondre à vos questions, mais vous pouvez essayer. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci Jorge, c'est super. Il est monstrueux, ce tremblement de terre au Chili. De retour au centre de contrôle, Mike Cole et Michael Livingstone se penchent sur de nouvelles données concernant un séisme qui a touché le Chili le 27 février 2010. Tu ne vas pas le croire, Mike. Un séisme de magnitude 8,8. Il y a eu une éruption volcanique, un tsunami et des gouffres qui ont déchiré le sol. C'est pas un séisme comme les autres. Donc si notre théorie est correcte, comme à Waynesboro et au Mexique, il y a dû y avoir des signalements pendant le séisme. Normalement, oui. On va se concentrer uniquement sur le jour même. Et pour le lieu, le Chili.
Apparemment, il y a eu pas mal de signalements à Quinte. À Quinte, oui. Il y a eu 11 signalements à Quinte. Ça dit quoi? 15 km à l'ouest de Playa Chica. Il parle d'étoiles filantes qui se sont éclipsées les unes après les autres. Et on est où sur la carte? On va voir ça. Ils sont dans la même zone. Comme au Mexique. Et c'est quoi ça? Tu peux zoomer? Base aéronavale, c'est parfait. Si quelque chose volait près de leur base, il y aurait de grandes chances que ce soit indiqué dans leurs archives. C'est sûr. Si un oiseau peut déclencher leur détecteur, un aéronef aussi. Il faut qu'on envoie une équipe au Chili pour essayer de trouver quelqu'un de cette base aéronautique qui acceptera de nous parler. Ouais. S'il y a eu autant de témoignages ici, ça vaut le coup de creuser le sujet. Une seconde équipe atterrit à Santiago, au Chili, pour rencontrer un membre de l'armée chilienne. Plus d'une dizaine de personnes ont vu quelque chose le jour où un énorme séisme a eu lieu. Le réflexe serait de se concentrer sur la catastrophe. Et pourtant, ces gens étaient attirés par ce qu'il y avait dans le ciel. Paul Biban, journaliste d'investigation primée, a travaillé aux quatre coins du monde pour certaines des plus grandes chaînes d'information. Il a couvert des sujets comme le terrorisme au Moyen-Orient et les rebelles dans une Afrique déchirée par la guerre. Je n'ai jamais eu peur de travailler sur des sujets difficiles. Et pour ce qui est des contacts extraterrestres, je suis convaincu qu'on ne nous dit pas tout. La question mérite d'être creusée parce que les gens du monde entier ont le droit de connaître la vérité. D'après ce que je sais, c'est pas du tout pareil au Chili. Ils prennent ce genre de signalement au sérieux. C'est pas un sujet tabou ici. J'ai hâte. Kawamale a travaillé 19 ans pour les forces spéciales américaines à la tête d'une patrouille de renseignement. Il a été le premier Afghan à devenir béret vert. J'étais sergent chez les bérets verts et j'étais spécialisé dans les interrogatoires militaires. Donc j'ai l'habitude de questionner des gens pour obtenir des infos. Les gens veulent savoir si un contact a eu lieu, donc c'est notre boulot de découvrir la vérité. On a rendez-vous avec le colonel Bravo. Enchanté. De même. Paul, Kawa et leur interprète ont rendez-vous avec le lieutenant-colonel Bravo de l'armée chilienne. Il y a énormément de signalements d'objets non identifiés au Chili. Vous pouvez nous en dire plus? A lo largo de la historia de Chile hay una serie de muchos registros. Claramente, nadie puede negar la existencia de fenómenos anómalos. El tema está en cómo los interpretamos, porque no tenemos idea de qué se trata. Culturellement, le Chili est un pays très conservateur. Donc leur approche sur le sujet est également très conservatrice. Ce n'est pas tellement le côté sensationnel qui les intéresse. Eux, ils se concentrent sur ce qui est anormal. On est en train de discuter avec un pilote gradé de l'armée chilienne et il nous dit « Effectivement, on a énormément de signalements de ce genre dans notre pays et on ne sait pas vraiment comment expliquer ces phénomènes. » Donc ça veut dire que le gouvernement chilien, qu'au moins l'un des gouvernements du monde, prend ce sujet au sérieux. C'est un vrai mystère à leurs yeux. Le jour du séisme, en février 2010, si j'ai bien compris, il y a au moins 16 personnes qui ont vu des ovnis. Vous pouvez nous en dire plus? Yo conozco esos casos, pero también hay que tomar en cuenta de que después de ese mega terremoto, todas las instituciones públicas de este país. Il a entendu parler de ces signalements, mais ils n'apparaissent pas dans les rapports officiels parce que... Il y avait d'autres choses à gérer. C'est ça. De ahora en adelante, o sea, desde el año 2010 en adelante, porque las manifestaciones fueran más. El fenómeno existe, pero no se sabe qué es lo que es. On a un membre de l'armée qui nous confirme que ces signalements sont monnaie courante au Chili. C'est complètement dingue. Que hay públicos, o que por lo menos se han hecho conocidos, hay uno muy interesante del año 2014. Le lieutenant-colonel révèle la vidéo d'un ovni enregistré depuis un hélicoptère de l'armée chilienne en novembre 2014. Aquí tenemos la cámara y se observa a lo lejos un objeto que la cámara lo capta. C'est l'objet? Claro. On voit bien qu'il est rond. Il bouge à peine.
Este objeto inmóvil cerca de las nubes emite una especie de estela turbulenta. C'est quoi? Bueno, eso estuvo en discusión durante mucho tiempo. C'est une sorte de panache. Y es donde ahí genera la controversia. C'est incroyable. La vidéo montre un appareil qui émet une espèce de panache de fumée. Et je n'ai aucune idée de ce que c'est. Hay dos versiones. Una que habla de que esto es un avión y otros que hablan de que es un fenómeno anómalo. Vous voyez un avion, vous? Parce que moi, non. Pero es extraño. Yo no puedo negar que sea muy extraño. La evidencia de este caso se presentó al CEFA en diciembre del 2014. Estuvo en proceso de análisis y estudio por parte del comité completo. Attendez, c'est quoi le CEFA? CEFA es el Comité de Estudio de Fenómenos Aéreos Anómalos. Donc c'est un organisme gouvernemental dont la mission est d'enquêter sur les objets volants non identifiés. Claro, investiga casos que son realmente interesantes. C'est du jamais vu. Le Chili a créé un comité dont le seul et unique objectif est d'étudier les signalements d'OVNI. Le CEFA est la version chilienne de l'ATIP du Pentagone et il est encore en service. C'est une information qui bouleversera complètement notre enquête. Ce serait génial qu'on puisse discuter avec un membre du CEFA. Ce n'est pas de son ressort. Avoir accès au CEFA, ce serait comme pénétrer dans la caverne d'Ali Baba. Il possède des dizaines d'années d'archives de signalements. C'est potentiellement une mine d'or pour nous. On devrait y être dans quelques minutes. L'agent de renseignement du corps des Marines, Nick Carnesi, l'astrophysicienne et journaliste Sarah Credas et leur interprète Marcia se rendent à l'adresse d'un témoin. Ils souhaitent l'interroger sur l'OVNI signalé lors du violent séisme qui a touché la région en 2017. On se rend dans un quartier qu'on ne connaît pas pour rencontrer une inconnue. Donc, on va y aller pas à pas, se montrer respectueux et essayer de ne pas trop se faire remarquer. Rien ne dit qu'elle acceptera de parler, mais on va tenter notre chance. Marcia, il vaut mieux qu'on procède comment? Je ne veux pas qu'elle prenne peur. Je me dis que c'est peut-être pas une très bonne idée qu'on y aille tous les trois en même temps, parce que la nuit est déjà tombée et qu'on est trois inconnus. Donc peut-être qu'on pourrait y aller juste Sarah et moi? Oui, si ça ne vous dérange pas. Ça devrait être ici, sur la gauche. Je vous attends. T'es prête? Oui. C'est là? Je crois, oui. Elle arrive. Sandra? Sí. Hola, buenas noches. Yo soy Marcia y ella es Sarah. El contacto que nosotros obtuvimos fue el señor Jorge Galindo y nosotros venimos a hacerte unas preguntas que tú habías visto unos objetos voladores. Es que la verdad no me gustaría todavía hablar acerca del tema. Elle dit qu'elle ne veut pas nous parler. Est-ce que tu peux lui dire que je suis une journaliste britannique, que j'enquête sur ces phénomènes et que j'aimerais beaucoup avoir sa version des faits pour comprendre ce qu'il s'est passé et potentiellement lui apporter des réponses? Elle demande s'il y aura des questions personnelles. Non, pas du tout. Je veux juste qu'elle nous explique ce qu'elle a vu. Tu peux lui dire qu'il y a une troisième personne avec nous? Va a venir una tercera persona con nosotros. Es un chico. No hay problema. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il s'est passé le jour du séisme? En esta distancia, por donde están los cables, es donde se veía la nave grande, larga, color plata. C'était le matin du séisme? Sí. Il était juste là, au-dessus d'elle, ou il était beaucoup plus haut dans le ciel? Il était assez haut dans le ciel, mais elle a eu l'impression qu'il était tout près, étant donné la taille de l'objet. Est-ce que ça faisait du bruit? No,
Est-ce qu'il pourrait y avoir une explication naturelle à ce que vous avez vu? Non. Il est venu de quelque part, ou il était déjà là, et après il est parti? Il est venu de là-bas, du nord. Il y a quoi par là? La jungle. D'autres gens ont vu des objets là-bas? ¿Hay otras personas que hayan visto objetos en esta área? Sí, muchas personas. Beaucoup de gens ont vu des ovnis au-dessus de la jungle. Le jour du séisme, il n'y a pas que notre témoin, mais plusieurs personnes qui ont remarqué un objet non identifié survoler la jungle de Rio Blanco. Il faut qu'on détermine ce qui pourrait déclencher ces phénomènes à Rio Blanco. Tout ce qu'on sait pour le moment, c'est que plusieurs personnes ont vu des ovnis au-dessus de la jungle. Il est là. Comment on prononce son nom? Venancio. Venancio. Nick et Sarah ont convenu d'un rendez-vous avec Venancio Osorio Ortiz, un habitant qui connaît très bien la jungle de Rio Blanco. Merci de prendre le temps de nous rencontrer. Muchas gracias por tomarse el tiempo de venir a platicar con nosotros. Gracias a sus órdenes. On aimerait que vous nous en disiez un peu plus sur vos expéditions dans la jungle. Pues realmente yo creo que desde que nací, porque aquí eran montañas todo esto, y nos íbamos a caminar en las tardes, nos salíamos a explorar, a andar, a recorrer los cerros. O sea, yo casi toda mi vida ha sido de caminar en la selva. Il connaît cette jungle depuis tout petit. Y es mi pasión. Si on est ici, c'est pour enquêter sur des ovnis. Et on nous a dit qu'il y en avait beaucoup qui volaient au-dessus de la jungle. Hay personas que pues dicen, de lo que sucedió en esos tiempos y D'après les histoires racontées par ses ancêtres, les Aztèques ont vu des objets étranges dans la jungle, qui volaient au-dessus des arbres. Donc ça fait des siècles que les gens voient ce genre d'objets dans la jungle. Ces signalements ne remontent pas à quelques années, mais à plusieurs générations. L'apparition d'objets dans cette jungle ne date pas d'hier. Ce n'est pas rien. Il faut qu'on creuse le sujet. Vous avez déjà vu quelque chose d'étrange? Si. Quand il avait 20 ans, il a vu un énorme ovni qui planait au-dessus des arbres, dans un territoire qu'on appelle Cerro del Cimarrón, qui pourrait se traduire par montagne sauvage. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'était un ovni? Era redonda, o sea, tipo un platillo como lo han mostrado algunas. Parce que ça ressemblait à une soucoupe. C'était rond. On sait tous à quoi ressemble un avion ou un hélicoptère, et cet objet n'en avait pas la forme. C'est pas tout. Il a trouvé quelque chose de bizarre dans la jungle. Une espèce de substance gélatineuse. Vous avez un échantillon? Si traigo muestras. Oui, il va aller le chercher. Merci. Que no sé qué sea. Il sait pas ce que c'est. Il l'a trouvé dans la jungle, à l'endroit où les signalements ont eu lieu. C'est quoi? Il y a quelque chose qu'on appelle la gelée stellaire. C'est une substance assez étrange. Il y a des cas où personne n'a été capable d'expliquer d'où cette gelée provenait. Le 7 août 1994, une pluie de gelée mystérieuse est tombée sur l'État de Washington. Elle a touché 50 km² et provoqué des symptômes grippaux chez les habitants. Les analyses effectuées sur cette substance ont déterminé qu'elle ne ressemblait à aucune autre substance connue sur Terre. Des chercheurs spécialisés dans les ovnis avancent que la gelée stellaire est une matière organique cellulaire extraterrestre, qui proviendrait de pluies de météorites ou serait relâchée par des vaisseaux extraterrestres. On trouve cette gelée dans une zone bien précise de la jungle. Et c'est apparemment à cet endroit que les ovnis ont été aperçus. Donc, je veux savoir ce qui se passe là-bas. Dans le cadre d'une enquête sur des phénomènes étranges au Chili,
Salut Alejandro. Tu connais quelqu'un qui travaille pour le CFA? J'essaie d'entrer en contact avec eux. Le béret vert Kawa Mallet et le journaliste d'investigation Paul Biban mobilisent leur réseau afin d'accéder au CFA, un comité d'études chilien dédié aux ovnis. Je fais appel à mes contacts dans l'armée et Paul fait pareil avec ses sources. Il faut absolument que ça marche. Tiens-moi au courant, d'accord? Salut. Le CFA pourrait nous être très utile. C'est un organisme gouvernemental dont la mission est d'étudier les signalements d'objets volants non identifiés. C'est l'équivalent de la TIP. Leur comité est composé de différents spécialistes. Ça fait plus de 20 ans qu'il existe et il est toujours en service. Alors, ça donne quoi? Rien de concret. J'attends de voir. Pareil, j'ai appelé des collègues journalistes et on verra ce que ça donne. Remontre-moi la vidéo. Tiens. L'équipe analyse leur dernière piste, une vidéo infrarouge d'un hélicoptère de l'armée chilienne montrant un objet volant non identifié. L'explication actuelle est qu'il s'agirait d'un moyen courrier relâchant une substance de l'arrière de l'appareil. Ça ne ressemble à aucun avion ou hélico que j'ai vu dans ma vie. Je comprends pas. Non, c'est très bizarre. Peut-être qu'un spécialiste pourra nous en dire plus. Ouais. Ça me paraît pas du tout crédible qu'il s'agisse d'un avion de taille moyenne. Quand je regarde cet objet, je n'ai pas l'impression qu'il se comporte comme un aéronef classique. Mais je ne suis pas spécialiste, donc j'aimerais discuter avec quelqu'un qui pourra potentiellement nous expliquer ce qu'on voit sur cette vidéo. Allez, c'est parti. Paul et Kawa se rendent au plus grand laboratoire d'expertise audiovisuelle du Chili. Avant de conclure à un phénomène extraterrestre, on doit essayer de trouver une explication naturelle. Donc, on a fait appel à un spécialiste qui pourra peut-être nous aider. Gustavo? Bonjour, Gustavo. L'équipe a rendez-vous avec Gustavo Rodriguez, ancien contrôleur aérien et membre du ministère de la Défense du Chili. Dites-moi, vous avez passé 30 années de votre vie à identifier et à surveiller des aéronefs. Oui. Est-ce que vous auriez une explication logique à ce qui se passe sur cette vidéo? Esta es una grabación bastante especial, como un objeto alargado, plano y con dos luces. Une équipe de spécialistes a étudié cette vidéo et elle en a conclu qu'il s'agissait d'un avion de taille moyenne qui était en train de relâcher les liquides de ses toilettes. Vous y croyez, vous? No, no es posible porque no hay ninguna aeronave volando cerca de este objeto y que el radar no lo detectaba. Il n'y avait pas de trafic aérien dans cette zone et le radar n'a rien détecté. On peut donc affirmer qu'il ne peut s'agir ni d'un avion militaire, ni d'un avion de ligne, ni d'un jet privé. Si ça avait été le cas, le contrôleur aérien aurait été informé de la présence de cet appareil dans les airs. C'est ça. Si on prend la vidéo du arrière sur la droite, on voit clairement, grâce à la forme de l'appareil, qu'il s'agit d'un avion. Et on voit bien les traînées de condensation, il n'y a aucun doute. Et sur l'autre vidéo, on a aussi une espèce de traînée qui sort de l'appareil. Vous pensez que ça peut être quoi, ce panache? Il ne peut rien affirmer avec certitude en se basant sur ces images. La température de cet objet est d'environ 370 degrés Celsius. C'est normal comme température pour un avion? Non. La température extérieure du fuselage d'un avion de ligne en vol excède rarement 0 degré. Cet ovni est à une température constante de 370 degrés. Ce n'est pas un avion. On est bien d'accord. Je pense qu'on peut dire que ce n'est pas un avion. Je suis d'accord. Dans votre carrière, est-ce que vous avez déjà vu quelque chose de la sorte? No, primera vez. No es posible que sea un avión hecho por el hombre. Ça n'a aucun sens. D'après lui, c'est scientifiquement impossible que ce soit un avion qui relâche des liquides dans le ciel. Mais dans ce cas, qu'est-ce que c'est? Ça ne ressemble à rien de ce qu'on connaît. C'est littéralement un objet volant non identifié.
Cet objet ne vient pas de notre planète, d'après ce qu'on voit sur cette vidéo. Vous confirmez? Oui, je confirme. Incroyable. On a des nouvelles de l'équipe au Chili. L'enquêteur Mike Cole et Michael Livingstone, spécialistes en analyse des conflits, reçoivent une nouvelle piste du Chili. La vidéo infrarouge d'un objet volant suspect qui, d'après un spécialiste, ne provient d'aucune source terrestre connue. Je n'ai jamais rien vu de tel. Je ne sais pas ce que c'est. Ils disent que ça n'a pas été créé par l'homme. C'est ce que le spécialiste a dit. C'est une preuve décisive pour nous. Oui. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que le Chili possède un programme similaire à l'ATIP, le CEFA. Ils sont en train d'étudier cette vidéo et d'autres cas comme celui-ci. Les plus grosses pistes qu'on a eues, c'était grâce à des documents déclassifiés de l'ATIP. Et le CEFA doit avoir un tas d'infos aussi. Ça ne va pas être simple d'entrer en contact avec eux. Imaginez que quelqu'un du Chili arrive au Pentagone en disant « J'aimerais jeter un œil à vos documents ultra confidentiels ». Ça m'étonnerait qu'ils soient accueillis à bras ouverts. On ne peut pas laisser passer cette occasion. Ils ont peut-être les réponses qu'il nous faut. Tandis que l'équipe au Chili essaie d'obtenir l'accès au CEFA, on a un message du Mexique. Mike Cole et Michael Livingstone se concentrent sur l'équipe à Rio Blanco, au Mexique, qui a identifié une série de signalements d'ovnis aux abords d'une jungle. Ils ont trouvé quelqu'un qui connaît bien cette jungle et qui s'appelle Venancio. D'après lui, ça fait des siècles qu'on voit des ovnis là-bas. Et il va les emmener là où ils ont été vus. Il a trouvé ça et il ne sait pas ce que c'est. Ils veulent aussi notre avis sur cette substance que Venancio a trouvée, la gelée stellaire. Les gens du monde entier associent cette gelée aux étoiles. Et ça fait des siècles que ça dure. Cette théorie remonte même à l'époque médiévale. Mais les scientifiques ont plusieurs explications. Et l'une d'entre elles est qu'il s'agirait de gelée de ponte, de grenouilles ou de crapauds. Comment ça? De la gelée de ponte? Ce qui se passe, c'est que quand un prédateur mange la grenouille femelle, il se retrouve obligé d'évacuer tous les œufs qui se trouvaient à l'intérieur d'elle, et ça donne cette espèce d'amas gélatineux. Même si on n'est pas sûr qu'il s'agisse de gelée stellaire, Venancio a trouvé cette substance à l'endroit même où les ovnis ont été vus. On va chercher des infos sur cette jungle dans la base. Le logiciel d'analyse de liens recherche des images d'ovnis dans un périmètre de 30 km autour de la jungle de Rio Blanco. On a 7 résultats. On a Rio Blanco OVNI. Pertinence 88%. Ok, on regarde. Ça a été filmé avec un téléphone. On dirait qu'il maintient sa position. C'est vraiment bizarre. Tu peux ouvrir Rio Blanco OVNI V1, juste là? Une vidéo de l'armée de l'air. C'est quoi? J'en sais rien, mais ça bouge hyper vite. Ahí van más, siguen más atrás. Y van a una velocidad, pero... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en la pantalla. Il y en a un paquet. Pero, a ver, busquen eso que viene atrás de nosotros. Regarde ce qui arrive. Derrière nous. Ils ont l'air d'avoir peur. Il se passe des choses étranges dans la jungle de Rio Blanco. On va envoyer l'équipe sur le terrain pour voir ce qui se cache dans cette jungle. Voilà, on y est. La végétation est dense ici. Bienvenue dans la jungle. Beaucoup d'ovnis ont été signalés dans cette zone. Donc, j'aimerais en connaître la raison et ce qui attire ces objets là-bas. On doit se rendre sur place si on veut obtenir des réponses. Prêt? Ah oui. Il va dégager le chemin à la machette. Nick et Sarah, accompagnés de leur guide Venancio et de leur interprète Marcia,
ont 25 km à parcourir pour rejoindre l'emplacement exact où des ovnis sont signalés depuis des siècles. Venancio, comment vous faites pour retrouver votre chemin? Vous suivez la rivière? ¿Cómo es que conoce el camino también? Porque no hay un camino definido como tal. Simplemente sigue el río. ¿Cómo? Sí, simplemente es el río. Comme je suis militaire, mon réflexe, c'est de chercher des repères sur la route pour pouvoir retrouver mon chemin. On est en pleine jungle, et même si on a beaucoup de chance d'avoir Venancio, il n'est plus tout jeune. S'il lui arrive quoi que ce soit, comment on fait pour l'évacuer? Il n'y a pas de route facile d'accès, et ce n'est pas comme si on pouvait faire venir un hélicoptère pour l'évacuer. Donc je fais attention au chemin qu'on prend, je cherche les issues et je retiens qu'à cet endroit, on n'a qu'à rebrousser chemin sur 1 kilomètre pour rejoindre l'arête de la montagne. Ce n'est pas une gentille balade dans la jungle. Ce sera comme ça sur toute la route? Venancio, Sí, ¿vas a ir así de denso todo el camino? sí. Yes. Oui, ce sera pareil. Ok. Ok, podemos pasar. Il faut descendre. Listo. Cuidado. C'est pas facile comme terrain. On est en pleine jungle et c'est loin d'être plat. Abaisse ton centre de gravité. Logique. Ouais, À chaque pas, j'essaie de ne pas tomber. c'est mieux ici. Il y a une pierre là. Ok. En glissant, Sarah s'est ouvert la main. Mais elle a pris sur elle et a continué d'avancer. Je suis fier d'elle. Ça descend encore. Suis-moi. Fais des petits pas de côté, comme moi. Ouais. Je m'attendais pas à ça quand il a parlé de jungle. Je n'étais pas préparée. C'est la première fois que je mettais les pieds dans une jungle. Tu gères. Mais l'important, c'est d'avancer. C'est magnifique ici. Il y a des têtards juste là. Cuidado con las tarántulas porque aquí en esta área puede haber. Muy venenosa, ¿eh? Attention, c'est une plante toxique. On a marché des kilomètres et des kilomètres pour essayer de comprendre ce qui rend cet endroit si particulier. Pourquoi ces objets viennent ici? Ils sont attirés par quoi? Espérons qu'on trouve des réponses à nos questions. Cuidado aquí. Faites attention. Mira, no se van a resbalar, ¿eh? Marchez sur les pierres. Objetos acá, en esta zona. Il dit que c'est ici que les ovnis ont été signalés. Regarde. Les tribus d'anciennes civilisations vivaient dans ces ruines. Peut-être des Totonacs, des Olmecs ou encore des Mayas. Il y a des gravures? Sí, tiene grabados. Oui. On peut voir? On peut entrer? Vamos, sí, gustan, vamos. C'est génial. Ouais. Está algo peligroso. Attention parce que la montée est difficile et dangereuse. Regarde ça. C'est incroyable. On voit encore toutes les gravures. Ce sont des anciens peuples qui ont gravé tout ça. Il y a peut-être des milliers d'années. Regardez. Je n'en croyais pas mes yeux quand Venancio nous a montré ces gravures. C'est incroyable. C'est quelque chose qui fait partie intégrante de notre histoire en tant qu'être humain. Ce sont des gravures qui ont plusieurs siècles.
Regarde! Regarde ça! À cause de l'érosion, il y avait un peu de poussière. Et il y a certaines représentations que je n'arrivais pas à déchiffrer. Mais il y avait des carrés, des triangles et même un moulin ou quelque chose qui en avait la forme. C'est vraiment fascinant de se dire que c'était le moyen de communication des anciens peuples qui ont vécu ici à une autre époque. Il est dingue celui-là! Il y a une empreinte de main, ici. On a une chance incroyable de pouvoir explorer ces ruines. Espérons que ça nous aide. Regarde! Regarde! Il y a un pied. Toutes ces gravures sont la preuve qu'il y a des gens qui vivaient dans ces ruines il y a extrêmement longtemps. J'en reviens pas. T'imagines depuis combien de temps c'est là? Regarde, regarde, on dirait un visage. Éclaire-le avec ta lampe. Regarde! Je me demande ce qui les a inspirés pour graver ces dessins. Son visage est plutôt allongé. Ça ressemble un peu à un alien. Il y a une gravure qui date de plusieurs milliers d'années et qui représente un visage qui rappelle celui d'un extraterrestre. Ce n'est pas rien comme preuve. C'est incroyable. Allô? Salut, c'est Alex. Salut, quoi de neuf? Je me suis renseigné sur le CFA comme tu me l'avais demandé. Et j'ai un pote à l'ambassade qui a un contact là-bas, donc ils vous laisseront entrer. Mais le problème, c'est que vous devez y aller aujourd'hui. Tu crois que ça peut le faire? Ouais, on y sera. Vous êtes probablement les premiers étrangers à y avoir accès. Il va falloir qu'on se grouille, mais merci. Y a pas de quoi. Tu m'envoies les coordonnées de ton contact? Ouais, je t'envoie ça. Ok, à plus. On a trop de chance. J'en reviens pas qu'ils nous laissent entrer. Ouais. C'est la meilleure piste qu'on ait trouvée depuis le début de cette enquête. On parle d'un organisme militaire, donc non seulement ils vont pouvoir nous aider à comprendre la vidéo de l'hélico, mais ils ont sûrement d'autres informations intéressantes. J'ai l'impression qu'on va toucher le jackpot. J'espère. Pour nous, accéder au CFA, c'est une chance inespérée d'approfondir nos connaissances. C'est le seul organisme de la sorte dans le monde et il est encore en service. Donc c'est une occasion en or. Je veux savoir quels phénomènes étranges ils ont constatés et s'ils ont identifié des tendances particulières dans ce pays où tant d'ovnis ont été vus. Est-ce qu'il y a eu contact? Est-ce qu'il y a des preuves qui le démontrent? Ça, c'est la grande question. On y est. Il y a la sécurité. Hola, buenos días. No habla español. No español. Il a pas l'air content. Dis donc, il rigole pas avec la sécurité ici. Il y a 3 agents rien que pour nous. Et même si on a rendez-vous, il rechigne à nous laisser entrer. Tout droit? D'accord. C'est parti. Allez. Prochainement, dans Contact. Qu'est-ce qu'il se passe dans ces lacs chiliens? Des rapports de la NASA. Pourquoi la NASA? Il dit qu'il y a eu beaucoup d'ovnis au-dessus du lac. Regarde. Bizarre. Il y a des objets qui émettent un panache étrange. Un maire qui nous affirme qu'il a vu un ovni aspirer de l'eau. Qu'est-ce qu'il a de si spécial, ce lac? Il faut qu'une équipe plonge dans ce lac pour essayer d'obtenir des réponses d'une façon ou d'une autre. Il se passe quelque chose, mais on ne sait pas quoi ni pourquoi. C'est quoi ça? C'est peut-être la preuve d'un contact. Regarde ça. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'il fait? Depuis l'aube de la civilisation, on lève les yeux vers le ciel. C'est celui-là le plus vieux, 1200 avant Jésus-Christ. Vraiment? Et en se demandant s'il y a quelque chose qui nous regarde de là-haut. C'était quoi, selon vous? Il s'est passé quelque chose ici qu'on ne peut expliquer.
Est-ce qu'on est seul? Est-ce qu'il y a autre chose ailleurs? Oui, des cercles parfaits. Malgré des milliards de dollars et des millions d'heures passées sur la question, malgré l'investissement des plus grands esprits de notre temps, pourquoi la NASA au Chili? On n'a toujours pas répondu à une simple question. Les extraterrestres ont-ils contacté la Terre? Des milliards de litres d'eau, ça ne disparaît pas comme ça. Mais aujourd'hui, on n'a jamais été aussi proche de la réponse. Je détecte quelque chose. C'est quoi? Cuidado aquí. Faites attention. Mira, no se van a resbalar, Marchez sur les pierres. Loin dans la jungle de Rio Blanco, au Mexique, Objetos acá, en esta zona. Il dit que c'est ici que les ovnis ont été signalés. On peut voir? On peut entrer? l'agent de renseignement du corps des Marines Nick Carnesi et la journaliste et astrophysicienne Sarah Credas enquêtent au cœur d'un profond ravin, où les signalements d'ovnis sont monnaie courante depuis des siècles. Regarde ça! C'est incroyable. Une série de données reliant des signalements d'ovnis à des séismes anormaux a mené les enquêteurs jusqu'aux ruines d'une ancienne civilisation. On voit encore toutes les gravures. Ce sont des peuples anciens qui ont gravé tout ça. Il y a peut-être des milliers d'années. Toutes les pistes nous ont menés jusqu'ici, dans la jungle de Rio Blanco. Qu'est-ce que cet endroit de si spécial? Qu'est-ce que la jungle a à voir avec ces signalements? J'en reviens pas. Tu imagines depuis quand c'est là? Regarde! On dirait un visage. Éclaire-le avec ta lampe. Je me demande ce qui les a inspirés à graver ces dessins. Son visage est plutôt allongé. Ça ressemble un peu à un alien. C'est incroyable. Regarde! C'est quoi? Regarde! Il manque toute une partie. Sur cette autre aussi, il manque un morceau. Et un autre derrière moi. Bizarre. Ouais, il y a plein de morceaux manquants. Ouais, on le voit bien là. Sans ce morceau manquant, le dessin aurait continué ici. Et puis ici aussi, je pense. Ouais, regarde. Avance par là. Sur les parois, on a des gravures dont on a clairement enlevé des pans entiers. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est bizarre. Je me demande si Venancio sait ce qui s'est passé. Venancio, pourquoi est-ce qu'il manque des fragments aux gravures qu'on a là-dedans? La gente lo vandaliza y las corta y se las lleva y las vende en el mercado negro. Pourquoi? Les gens emportent des pans entiers de gravures parce qu'il y a tout un marché qui rapporte. Especialmente las piedras de alienígenas. Surtout les pierres extraterrestres. Qu'est-ce qu'il entend par les pierres extraterrestres? Ce sont des sculptures uniques qui représentent des extraterrestres et également des soucoupes volantes. On a beaucoup de gens de l'époque moderne qui disent avoir vu des ovnis ici. Et si ce qu'ils ont vu correspond à ce qu'ont vu les gens des temps anciens, il est possible que les réponses qu'on cherche se trouvent juste là, sous nos yeux, et depuis des siècles. Mike, on a des nouvelles de notre équipe du Mexique, là. Mike Cole, enquêteur pour la CIA, et Michael Livingstone, analyste des conflits, se penchent sur les trouvailles de l'équipe de terrain du Mexique. À notre arrivée dans la zone, on a exploré les ruines d'une ancienne civilisation indigène. De grands pans de parois rocheuses ont été découpés. Il y a aussi un marché noir pour les pierres extraterrestres. Nous allons essayer de trouver des gens qui vendraient ces dernières ou en posséderaient dans des collections privées. On a donc tous ces signalements d'ovnis regroupés dans une zone spécifique de la jungle de Rio Blanco. Et maintenant, on a des gravures au même endroit qui représentent des extraterrestres. Des gravures vieilles de milliers d'années. C'est pas un hasard. Est-ce qu'il est possible qu'une entité ait choisi cette zone, non pas depuis des générations, mais depuis l'époque de ces gravures, c'est-à-dire depuis des milliers d'années? Oui, ça pourrait être des extraterrestres, mais ça semble difficile à prouver.
Mais j'aimerais beaucoup voir les sculptures, s'ils arrivent à en trouver. Pendant ce temps, on va prendre des nouvelles de notre équipe au Chili. Après la découverte, grâce au logiciel d'analyse de liens, d'une connexion entre un ensemble de signalements d'OVNI et une activité sismique anormale, la seconde équipe s'est rendue à Santiago du Chili. Ils ont obtenu l'autorisation exceptionnelle de se rendre au CEFA, une agence gouvernementale consacrée à l'étude des phénomènes aériens anormaux au Chili, l'une des régions du monde les plus concernées par les signalements d'OVNI. C'est pas rien. On ne va plus être limité aux documents du programme américain ATIP. On va voir ce que les Chiliens ont dans leur organisation. Et eux, c'est un programme toujours en cours, ce qui veut dire de nouveaux documents déclassifiés et éventuellement des signalements qu'on ignore encore. Ça pourrait être une mine d'or. Mais la vidéo de l'hélico. Regarde la volute qui sort de ce truc. Et on aura beau le regarder 1000 fois, ça reste super bizarre. C'est fascinant. En novembre 2014, un hélicoptère de la marine chilienne avait filmé un étrange objet volant via sa caméra infrarouge. Une analyse vidéo a révélé qu'il n'était pas de nature terrestre. C'est l'une des vidéos les plus singulières. Et c'est la plus difficile à expliquer qu'on ait vue. Qu'est-ce que c'est que cet objet, cette volute? Si on peut trouver des cas similaires, alors ce n'est pas juste un événement isolé. Ça fait partie d'un plus grand ensemble. On va voir avec le logiciel si on a eu d'autres signalements similaires au Chili ces 25 dernières années. Je vais taper OVNI, volute, traînée de condensation. Voilà les résultats. Ils ne trouvent que le même fichier de 2014. C'est parce que c'est la vidéo déclassifiée. Le reste des documents du CEFA, de ce que je sais, n'ont pas été déclassifiés. Si on veut trouver des réponses, ce ne sera pas avec notre logiciel. Ce sera en fouillant au sein même du CEFA, sur place. Et maintenant que Paul et Kawa y sont, on a de vraies chances. Les gars, dès qu'on voit quoi que ce soit qui semble intéressant, on prend note, on fait peut-être lire à Thomas et on cherche des tendances, des récurrences. Paul Biban, journaliste d'investigation, et Kawa Mallet, béret vert spécialisé dans les renseignements, se plongent dans les archives fermées du CEFA et dans ses 20 dernières années d'enquête sur les OVNI. Le bâtiment abrite des milliers de documents non divulgués et inaccessibles au logiciel d'analyse de liens. Le CEFA, c'est la zone 51 du Chili. Et aussi fou que ça puisse paraître, chaque cas non résolu et toujours ouvert se trouve ici. Et il est très possible que la preuve d'un contact extraterrestre se trouve dans ces dossiers. Un vol commercial mentionne une lumière vive. L'équipe cherche un cas similaire à la vidéo de l'hélicoptère chilien de 2014 afin de déterminer s'il s'agit là d'un événement isolé ou faisant partie d'un plus grand ensemble. Il y a de quoi faire. C'est un signalement d'OVNI extraordinaire, parce qu'on nous a confirmé qu'il n'était pas d'origine humaine. Donc si on peut trouver des cas identiques ou similaires, peut-être qu'on pourra comprendre ce que c'est. J'en ai un autre, des pilotes d'un vol commercial qui pensent avoir vu quelque chose, mais il n'y a pas beaucoup plus d'infos. Il y a eu un souci avec l'avion? Oui. Celui-là aussi, c'est un vol commercial. Il partait de Santiago en direction du nord. Et au bout de 45 minutes de vol, ils expliquent avoir vu une lumière rouge et orange très vive. Elle se déplaçait d'ouest en est, à la même altitude que l'avion. Et quelques minutes plus tard, l'avion a subi un problème du système de navigation et ils ont perdu le moteur gauche. Et du coup, le pilote a déclaré l'état d'urgence. Et ils sont retournés à Santiago. Forcément, si le moteur ne fonctionne plus, vous êtes obligé de retourner à l'aéroport. Ou vers un lac. À part la localisation, il n'y a rien qui ressort. Il y a des pilotes militaires et des pilotes commerciaux qui ont vu ces choses-là. Et ils ne savent toujours pas ce que c'est. Il y a un pilote qui a vu une chose sans lumière, mais il filait à 2 fois la vitesse du son. Il y a une très grande variété de signalements au Chili, au-dessus de l'eau, des montagnes, du désert. On a donc un récit de pilote civil et un de pilote commercial. On va commencer à faire des catégories. On cherche juste à trouver un modèle sous-jacent, de comprendre le rapport entre les affaires qu'on a déjà dévoilées. On essaie juste de trouver des liens et d'avancer. Je vois pas de motif récurrent là. Ça, c'est ce qu'on a fini. On va faire des piles. Thomas,
J'ai du mal à comprendre celui-là. On dirait que le pilote a croisé quelque chose sur son itinéraire de vol. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, donc, avril 2012. Ils disent qu'ils ont reçu des signalements dans la zone du lac Colboon. Un objet est tombé à très grande vitesse, en laissant un flot de condensation. Une traînée de condensation? Oui, c'est ça. Ah, c'est intéressant. Peut-être que le panache dans cette vidéo de la marine pourrait être une traînée de condensation. Ouais, j'ai l'impression qu'on a un lien entre la traînée de vapeur et la volute. Avec ce récit d'un objet ayant émis une traînée de vapeur, ça nous fait faire le lien avec la vidéo de la marine de 2014. Donc là, on a de quoi creuser. Peut-être qu'on peut trouver une caractéristique récurrente. L'équipe se met en quête d'informations supplémentaires sur cet incident du 20 avril 2012, s'étant produit près d'un lac reculé au cœur des Andes, le lac Colboon. Il y en a un autre sur le lac Colboon. Même affaire. Un autre rapport, il est court. Ouais. La même traînée. Ok. La condensation apparaît en traînée, comme derrière un avion. Comme la vidéo de l'hélico. Ouais. Ouais. C'est qui ce Arturo? Alors, Arturo est apparemment le maire de la ville de Colboon. Le maire de Colboon a donné ce récit, donc. Ok, c'est incroyable. Non seulement on a deux objets qui émettent une sorte de traînée de vapeur, mais on a en plus un témoin oculaire qui s'avère être le maire de la ville de Colboon. C'est pas n'importe qui, c'est le maire. Ce n'est pas très loin, c'est à 3 heures au sud. Il va falloir aller sur place. Quoi qu'il se passe au Chili, le lac Colboon pourrait nous donner des réponses. On voit qu'on arrive vraiment dans les montagnes. Ouais. Paul et Kawa s'enfoncent dans les Andes pour se rendre au lac Colboon, où le 20 avril 2012, de nombreux témoins, dont le maire de la ville de Colboon, auraient aperçu un étrange objet planant au-dessus du lac. Est-ce qu'il y a eu d'autres observations qui n'ont pas été signalées? Est-ce qu'il y a une activité supérieure là-bas à ce qu'on a vu jusqu'ici? C'est aussi ça qu'il va falloir se demander. Ouais. Est-ce que les gens ont vu d'autres choses? Est-ce que c'est relativement commun, ce genre de choses, ici, les signalements d'OVNI? Et puis, t'as raison, c'est pas un signalement d'OVNI normal pour le coup, donc c'est crucial de parler au maire. Ouais. Parce que, en tant que représentant, normalement, il en sait plus que beaucoup de gens au sujet de sa ville, du lac et de la communauté. Ouais. Il doit être compétent. Oui, c'est bien qu'on puisse lui parler. Oui. Et j'espère qu'il pourra nous aider aussi sur le contexte de cet événement et nous dire si ça se produit souvent. Il y a eu beaucoup de signalements étranges ici, au lac Colboon. Donc on a organisé un entretien avec le maire pour voir s'il peut nous éclairer un peu sur ce qui se passe ici. Je pense que c'est lui. Hola. Hola. Paul, enchanté. Thomas. Vamos al lago. L'équipe fait la connaissance d'Arturo de la Maza, This is Colboon Lake. maire depuis de nombreuses années, via leur interprète Thomas. Quelle taille fait ce lac? ¿Qué tamaño es este lago, así, grosso modo? 80 kilómetros cuadrados. Es el más grande lago artificial de Chile. Il y a de quoi faire. C'est un grand lac. Arturo, on a trouvé un rapport du CEFA sur une expérience que vous avez vécue au lac Colboon. Vous nous racontez? Il dormait dans un bateau, ici sur l'eau. Y a las 2 de la mañana estaba de día claro. C'était comme en plein jour. Más claro que ahora. Il faisait plus jour que maintenant. Subí a cubierta y ¿de dónde viene la luz? Y el objeto estaba a unos 200 metros de acá. Mucho más grande, mucho más grande. C'était bien plus grand qu'une maison, et ça avait la forme d'une toupie. C'était l'été, donc il y avait pas mal de gens autour du lac. Il y a au moins une centaine de personnes qui ont été réveillées à ce moment-là, à cause de la luminosité. Arturo, c'était quoi selon vous? Un ovni. Nave espacial. Un ovni? Oui, un genre de vaisseau. Yo diría que sí. Ahora, esto pasó flotando después, o sea, sobre el yate y en esa dirección. Ni ruido, ni viento, nada. Todo silencio absoluto, sino que estaba como una taza de leche. Y después que el objeto se fue, el agua bajó
Vous parlez de l'eau au niveau de votre bateau ou bien de l'eau de tout le lac? Comme s'ils avaient pris de l'eau. Et le lac a baissé. Tout le lac. Le lendemain, il a remarqué au ponton que l'eau était descendue de 20 cm. 20 cm. Dans un lac aussi grand qui contient je ne sais combien de milliards de litres d'eau, c'est une quantité considérable. Au dire du maire, le niveau de ce lac de 80 km² a baissé de 20 cm du jour au lendemain. Une disparition de plus de 9 milliards de litres d'eau ou 4000 piscines olympiques. On a donc des centaines de témoins et des milliards de litres d'eau disparus du jour au lendemain. Il s'est passé quelque chose ici qu'on ne peut expliquer, pas vrai? En plus des récits de témoins oculaires, les registres hydrologiques locaux confirment la baisse de 20 cm du niveau de l'eau. Ce lac est super grand. C'est difficile de se dire que 20 cm ont pu disparaître comme ça du jour au lendemain. Non, c'est énorme. Ça représente des milliards de litres. C'est un volume d'eau considérable. Ça me fait dire qu'il doit y avoir une explication naturelle, non? Il a dû y avoir une perte au niveau du barrage. Ou une brèche qui s'est formée quelque part. Qui sait? J'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qu'on n'arrive pas à voir? Quelle pourrait être l'explication logique? On n'a pas assez d'infos sur ce lac. Peut-être que la prochaine étape, c'est d'étudier le terrain. Ouais. Ils sont allés quelque part, ces 20 cm d'eau. Des milliards de litres d'eau, ça disparaît pas comme ça. L'adresse est juste là. Ah ouais? Ouais. Ce sera intéressant de voir ces pierres. Nick et Sarah sont à la recherche d'anciennes œuvres d'art prises dans une grotte de la jungle, non loin de là, dans une zone identifiée par le logiciel d'analyse de liens comme haut lieu de signalement d'OVNI, et où, selon les autochtones, les extraterrestres viennent depuis des siècles. Par là. Là? Oui. Señor Rafael, Marcia. L'équipe a organisé une visite privée dans un musée du coin afin de voir des objets découverts non loin de la grotte. Leur guide est le conservateur Rafael Monteo. Estas son piezas arqueológicas de civilizaciones antiguas. ¿Esto es lo que están buscando ustedes? Quelle civilisation on a là? ¿Qué civilizaciones son? Olmeca, Totonaca y Maya. Quel est le plus vieil objet? À quand il remonte? C'est celui-là le plus vieux. Il date de 1200 avant Jésus-Christ. Il a un crâne allongé, de longs yeux et 4 doigts à chaque main et à chaque pied. Je peux toucher? On dirait un guerrier. Puede que sea un guerrero. Para ella puede llegar a ser un guerrero. ¿Será? Puede ser, pero yo más le voy al aspecto religioso. Possible, mais c'est quand même probablement religieux. De quelle civilisation il s'agit si ça date d'il y a 3000 ans? ¿Cuál es la civilización de este artefacto? Cultura de Tlatilco. 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 1200 antes de Cristo. 1200 avant Jésus-Christ. Comme vous le voyez, on a là des silhouettes qui pourraient être humaines. Mais pas tout à fait. Et celle-ci, c'est quoi? Elle est en pierre de jade. Et on voit clairement que ce ne sont pas des traits humains. Cráneo alargado. Un crâne allongé. Ojos alargados. De grands yeux. En amande. Son extraterrestres. Mais nous savons que certaines cultures antiques exagéraient les formes humaines. Sí, miren, como prueba de ello, aquí tenemos otra pieza. En haut, on voit un individu qui a des yeux en amande, de petites narines, une petite bouche. Et en bas, c'est un être humain, et on voit que les traits sont différents. Llamaría ser de otro mundo. C'est incroyable.
Esta es maya y pertenece al mismo periodo y se ve un humano normal. Voici un autre exemple de la culture maya. On voit là l'image d'un être humain. Et celle-ci appartient à la même culture et à la même période. Mais on voit que les traits sont exagérés et qu'il y a une différence entre les deux représentations. Este ser de otro mundo. Je peux voir? ¿Lo puede ver? Claro, gracias. Oui. C'est quel type d'os? Humano. Humain. Vraiment? Ce sont deux statuettes mayas de la même époque, et regarde comme elles sont différentes. C'est très allongé. C'est pas humain. Je suis d'accord. C'est bien distinct. Ce qui me fascine le plus, c'est que cette représentation n'est pas juste maya. Elle date de 3 époques différentes qui montrent la même chose. Que son seres de otros mundos, extraterrestres. Toutes les données nous ont menés jusqu'à cette grotte. Puis jusqu'à ces statuettes de multiples civilisations qui ont été récupérées dans cette zone et qui semblent représenter des extraterrestres. De voir ça sur des objets qui datent d'avant notre ère, c'est énorme pour notre enquête. On a une récurrence qui traverse les siècles. C'est peut-être la preuve d'un contact. On veut faire tout le tour, observer tout le lac. Pas de problème. Super. Paul et Kawa sont au cœur des Andes. Ils s'apprêtent à effectuer une reconnaissance aérienne du lac Colbún, où le 20 avril 2012, le maire de Colbún aurait aperçu un ovni planant au-dessus du lac. Un ovni qui aurait aspiré une énorme quantité d'eau, entraînant ainsi la disparition de plus de 9 milliards de litres d'eau du jour au lendemain. On a une grosse péninsule au milieu. C'est une énorme quantité d'eau pour que ça disparaisse aussi vite. Est-il possible que cet engin, que le maire a vu, ait tiré des milliards de litres d'eau de ce lac? Ou bien y a-t-il une cause naturelle? L'eau est profonde là? Une centaine de mètres, peut-être plus. Ah oui? Oui. Aux côtés de leur pilote Mathias Herrera, l'équipe survole le lac à la recherche de preuves de ce qui aurait pu causer cette gigantesque perte d'eau. Il y a du trafic aérien ici? Non, pas trop. Ok, donc pas de vols commerciaux ou d'opérations militaires dans cette zone? Non. Les rives ont l'air intactes. J'ai rien d'étrange de mon côté. Ouais. Voilà le barrage. On a une bonne vue sur le déversoir principal avec la turbine. Avant la reconnaissance aérienne, l'équipe a contacté la centrale hydroélectrique de Colbún, qui leur a confirmé qu'aucun écoulement volontaire ni aucune dégradation du déversoir n'aurait pu causer cette baisse du niveau de l'eau. Je n'ai rien vu qui ait pu faire partir une telle quantité d'eau. Je vois rien non plus. On a observé l'entièreté du lac et on n'a aucune rupture dans les rives, ni dégâts au niveau du barrage, rien qui ne suggère où est passée toute cette eau. C'est quoi sur la droite? C'est un fleuve qui se déverse dans le lac? Oui, c'est le fleuve Mollet. Le Mollet? Oui. Il vient des montagnes? Il vient des montagnes et de la Laguna del Mollet. Donc un autre lac? Oui, à très haute altitude. Ça alimente le lac Colbún? Oui. Ok. À l'extrémité est du lac Colbún, l'équipe découvre un fleuve provenant de terres plus en altitude, où se trouve un autre plan d'eau, la Laguna del Mollet, ou lac du Mollet. On peut suivre le fleuve jusqu'au lac du Mollet? Bien sûr. Allez. Si le lac du Mollet alimente le lac Colbún depuis une plus haute altitude, il est possible que quelque chose se soit produit à la source qui a entraîné cette chute au niveau de l'eau en bas. Donc on doit aller vérifier. On est de plus en plus haut. L'équipe parcourt 70 km et grimpe à 2100 mètres d'altitude. Regarde. La Laguna del Mollet. C'est un grand lac. On dirait même qu'il est plus grand que le lac Colbún. Regarde ça. Ouais, les terres sont arides. On se croirait sur Mars.
Les eaux de ce lac descendent jusqu'au lac Colboon? Oui, c'est la source principale. Si c'est la source du lac Colboon, ça pourrait expliquer ce qu'on cherche. Ouais, si quelque chose se passait ici, ça affecterait le lac Colboon. On devrait se poser et trouver quelqu'un à qui parler. Absolument. Ce que je me demande, c'est si la cause de cette énorme perte d'eau du 20 avril 2012 pourrait venir de ce lac du Mollet plutôt que du lac Colboon. Il faut trouver quelqu'un qui connaisse ce lac et qui puisse nous donner des réponses. Ce lac est tellement plus grand. Regarde ça. Ouais, c'est énorme. Énorme. Paul, Kawa et leur interprète Thomas retrouvent Francisco Cardillo, un propriétaire de ranch qui travaille sur les rives du lac du Mollet depuis des décennies. Hey, ¿qué tal? Hola. Bonjour. Francisco. Enchanté. On est en train de mener une enquête et il s'est avéré que ce lac pourrait nous donner des indices. Vous connaissez bien le lac et les environs? ¿Tú sabes algo? ¿Conoces la zona bien? Sí, mi familia vive de 1929, un poco más abajo. Il s'est produit quelque chose d'inhabituel ici le 20 avril 2012? Sí, yo creo que sí. Il dit qu'il y a eu beaucoup d'ovnis au-dessus du lac. Des ovnis ici aussi? Oui. Dites-nous en plus. Observación iba siempre al cielo y a las luces que a veces aparecían acá en el lago. Un groupe d'une trentaine de personnes, dont lui, a vu un objet ressemblant à une sphère qui se déplaçait dans le ciel et qui a fait quelques mouvements avant de filer. Vous l'avez vu? De vos yeux? ¿Tú lo viste eso personalmente? Sí, lo vi personalmente porque aparecieron unos cóndores volando. Nos fijamos en los cóndores y sobre los cóndores vimos la esfera. Donc c'est comme si ces deux lacs formaient un système. Francisco, que savez-vous au sujet de ces eaux? Hay cosas inusuales. Comme quoi? Las tengo en mi video. Je veux voir ça. Oh, wow. Regarde ça. La laguna está congelada y estos círculos aparecen. C'est dingue. C'est presque des cercles parfaits. Sí. Il y en a partout. Ouais. Círculos perfectos. Ouais, des cercles parfaits. Ouais, on dirait bien. Les gens ne comprennent pas du tout. Ouais, c'est bizarre. Je sais pas. Il y a des objets qui émettent un panache étrange. Un maire qui nous affirme qu'il a vu un ovni aspirer l'eau du lac Colboon. Et maintenant, des observations répétées d'ovnis et d'étranges cercles ici au lac du Mollet. Il y a quelque chose de bizarre qui se passe ici. On va devoir trouver des réponses. L'équipe du Mexique a envoyé des photos. Mike et Michael passent en revue les découvertes de la jungle de Rio Blanco, au Mexique, où l'équipe a trouvé des gravures anciennes, à l'endroit même où des ovnis sont signalés depuis des siècles. On n'a aucun moyen d'authentifier ces objets. Mais si on accepte le fait qu'au moins certains d'entre eux sont réels, inspirés d'observations d'ovnis très anciennes, si on ajoute à ça le fait qu'on a tout un ensemble de signalements dans cette partie précise de la jungle de Rio Blanco, alors ça ne ressemble plus à du hasard. Ça apparaît comme la preuve de quelque chose de bien plus grand. Certaines de ces représentations pourraient être tout à fait authentiques. Et si c'est le cas, ça nous laisse deux possibilités. Soit elles sont nées de l'imagination de ces peuples antiques, soit ils ont vu des choses dans la jungle de Rio Blanco. Cette localisation est très importante pour l'enquête. Mais je ne sais pas encore trop en quoi. On doit continuer de creuser. Il se passe quoi ensuite au Chili? Mike et Michael se concentrent à présent sur l'autre équipe de terrain, au Chili, où le maire de Colboon a signalé l'absorption de 9 milliards de litres d'eau par un ovni. Des milliards de litres d'eau qui disparaissent du jour au lendemain. Je vois pas comment c'est possible. Ce qui est intéressant, c'est que la clé pourrait bien ne pas être le lac Colboon, mais un autre lac qui l'alimente, le lac du Mollet. Après une reconnaissance aérienne, l'équipe a découvert que le lac Colboon était alimenté par un autre lac plus en altitude, dans les Andes, le lac du Mollet.
On le voit sur la vue aérienne. Là, le témoin que notre équipe a interviewé parle d'une activité inhabituelle dans la zone. Et en hiver, on a d'étranges formes circulaires dans la glace. Qu'est-ce qui se passe dans ces lacs au Chili? Cherchons dans le logiciel les lacs de la région et les changements de niveau d'eau. Activité étrange, niveau d'eau, lac et Chili. Et voilà, des rapports de la NASA. Pourquoi la NASA? Fais voir celui-là. Un lac disparaît au Chili. L'équipe découvre un rapport de la NASA détaillant une enquête sur la disparition d'un énorme lac de haute altitude au Chili. C'est notre lac? Un autre lac disparaît? 2007? Non, c'est pas le nôtre. Entre mars et mai 2007, un lac entier disparaît. On a donc un maire qui voit un ovni au-dessus du lac Colboon qui aspire 9 milliards de litres d'eau, puis un propriétaire de ranch qui voit un ovni au-dessus du lac du Mollet, et on ajoute à ça des cercles bizarres à la surface, puis maintenant un lac entier qui disparaît. Paul et Kawa vont inspecter les eaux du lac du Mollet. Ils nous diront ce qu'ils trouvent. D'accord. Salut, ça va? Paul et Kawa se préparent à mener une enquête plus poussée du lac du Mollet. Une équipe d'études aquatiques se joint à eux, équipée de bateaux semi-rigides et d'une technologie d'imagerie thermique. On cherche simplement des choses inhabituelles, notamment des gaz, des formations rocheuses, des mouvements d'eau étranges. Dès que quelqu'un remarque quelque chose, on s'arrête. quand on trouvera quelque chose, les plongeurs descendront pour regarder de plus près. Ça marche. Allons-y. La plongée en haute altitude requiert un équipement spécialisé et une période d'acclimatation allant jusqu'à 36 heures. L'équipe a donc engagé des plongeurs expérimentés du coin, Pedro Niada et Alejandro Sosa. Il y a plein de choses ici qui peuvent mal tourner. On est très haut en altitude. Ça change les réglages d'oxygène, ça change l'équipement. Et en plus, on ne connaît pas le fond de ce lac. Donc on a fait venir des experts qui savent vraiment ce qu'ils font. On est prêt. On peut y aller. C'est parti. Bien. On voudrait se rendre à cette extrémité du lac. Ce serait super. En suivant un quadrillage préétabli, chaque équipe explorera un tiers de ce lac d'une quarantaine de kilomètres carrés. Ce lac est immense. Kawa, tu vois quelque chose? Non, je garde un œil sur le moniteur. C'est de plus en plus profond en dessous. Mais c'est assez graduel. On n'a pas de grosses déclivités soudaines. D'accord. On a une technologie qui nous aide à visualiser ce qu'on ne peut pas voir nous-mêmes. Les sondeurs nous disent s'il y a des changements significatifs au niveau du plancher du lac. Ça nous informe de tout ce qui serait suspect là-dessous et qu'on ne pourrait pas voir par nous-mêmes. C'est profond, là? On doit avoir 11 mètres de profondeur. D'accord. Ouais, je vois la végétation au fond. Et dans cette végétation, il y a des variations thermiques sur le moniteur. L'eau fait quelle température, là? 10, 11 degrés. Et là, on a du 40 degrés. Et j'ai vu des bulles. Il y en a juste ici. On a plein de choses bizarres qui se produisent à un endroit précis du lac. On a des différences de température qui semblent extrêmes et des bulles dont on ne connaît pas du tout l'origine. On va s'ancrer à cet endroit. On se prépare. On est bon. Les plongeurs se préparent à descendre dans l'eau, afin de trouver ce qui pourrait être la cause de cette activité inhabituelle. On est en liaison radio, donc on peut se parler. Vous me direz ce que vous voyez. D'accord, allez. Vous me recevez? Ouais. Je descends. La visibilité est comment? Je dois avoir 3 ou 4 mètres. Bien reçu. Vous voyez le fond? Je suis juste au-dessus des algues. L'équipe de plongée atteint le fond du lac à une profondeur de 10 mètres.
Les bulles sortent du plancher du lac. Donc les bulles proviennent dessous les algues? Ouais. Décrivez-nous si possible, Alex. Je détecte quelque chose là. Mais encore. Une sorte d'appareil. Vous le remontez? Ouais. Waouh, c'est quoi? C'est bon? Ouais. Ah la vache. C'est encore plein d'eau. Ouais, c'est quoi? C'était enterré? Dans les sédiments, entre les algues. Des bulles sortaient des algues. Et certaines? Ouais. Certaines sortaient du sable aussi. D'accord. Vous aviez déjà trouvé des objets similaires? Non, jamais. Ok, on a un circuit imprimé. C'est clairement d'origine humaine. On devrait prendre des photos, quelques mesures peut-être, pour déterminer ce que c'est. C'est de plus en plus bizarre. D'abord, on a un énorme lac qui perd une quantité d'eau gigantesque. Puis des bulles dans ce lac. Et maintenant, des objets inconnus, avec on ne sait quelle technologie enterrée au fond du lac. On va demander aux plongeurs de le reposer où ils l'ont trouvé. Ouais. Il se passe quelque chose, mais on ne sait pas encore quoi ni pourquoi. C'est là, au coin? Ouais. Bon sang, qu'est-ce que c'est beau. Le journaliste d'investigation Paul Biban et le béret vert spécialisé dans les renseignements Kawa Malay sont au cœur des Andes chiliennes, où lors de recherches dans le lac du Mollet, l'équipe a découvert un étrange appareil au fond de l'eau. Bonjour, Luis. Salut. Ils organisent une rencontre avec Luis Torres, un haut fonctionnaire local. Quelqu'un a voulu faire quelque chose ici avec cet appareil, avec cette technologie. Luis a passé des années à surveiller ce lac, donc peut-être qu'il aura des réponses sur ce qui se passe ici. Nos plongeurs ont trouvé cet objet au fond du lac. Et on a pris des photos. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est? Vous aviez déjà vu ça? Donc il dit qu'il le reconnaît, il l'a déjà vu. Des chercheurs les ont installés à différents endroits du lac. C'est un instrument scientifique? Pourquoi il y a des mouvements? C'est un système volcanique qu'on a sous ce lac. Tout ça, c'est un volcan? Oui. Un volcan actif? C'est ça qui génère du mouvement au niveau du sol. Et c'est aussi ça qui génère les bulles et autres perturbations qu'on a aperçues dans l'eau. Ok. Donc on a passé la journée sur un volcan. Et on n'en savait rien. Bon, ok. Ça fait froid dans le dos. Ça fait partie d'un système d'avertissement? Cet appareil? Oui, cet appareil qu'on a remonté. Est-ce qu'il est là pour avertir, par exemple, d'une montée de magma ou autre? Este trifacto vendría siendo como un sistema para advertirnos de que se viene algo, como un sistema de advertencia. Exactamente. El magma lo tenemos acá a 5 kilómetros hacia el interior. Puede ser mañana, pasado o 5000 años. Ça semble dangereux. Ouais. C'est pas le genre d'endroit où traîner. Non. Il s'avère que tout ce temps-là, on se trouvait au-dessus d'un énorme volcan actif qui pourrait entrer en éruption à n'importe quel moment. Mais pourquoi on attend de signalements d'OVNI dans le coin? Est-ce que ce volcan a quelque chose de particulier? Luis, vous savez si c'est inhabituel, toute cette activité volcanique et sismique dans le coin? Vivimos en una zona de muchos volcanes. Alrededor de 130 centros eruptivos donde existieron emanaciones de material. Il y a 130 sites d'éruption. 130 sites au Chili ou bien 130 sites ici? Alrededor de la laguna. Dans la zone du lac. Wow. A raíz de los estudios que se hicieron, la parte central de la laguna es la que se está deformando.
D'accord. Tous les signalements d'OVNI que nous avons suivis nous ont menés jusqu'à cet endroit. On a étudié l'eau de ce lac et il s'avère que le lac est entouré d'une centaine de points chauds volcaniques et que c'est en fait l'épicentre de toute l'activité volcanique de la région. Est-ce que c'est pour ça que ce lac est si important ? Il est considéré comme l'un des volcans les plus dangereux de la région. C'est un centre d'activité géothermique. Les Andes sont une région volcanique très active, mais cette zone-là constitue un cas assez inhabituel. On a énormément de signalements d'OVNI qui se regroupent là-bas. Ça nous fait nous demander s'il existe une tendance plus large de corrélation entre les signalements d'OVNI et les volcans. Donc on va entrer OVNI, signalement d'OVNI, volcan... Activité volcanique sur les 20 dernières années. 20 ans, oui. Et tout pays. Regarde ça. Regarde tous ces résultats. La liste est longue. On va jeter un œil à cette base de données. Oui, affiche. Le logiciel isole tous les signalements d'OVNI des 20 dernières années recensés dans un rayon d'1,5 km autour de zones volcaniques. On a des signalements d'OVNI reliés à des volcans partout dans le monde. Mexique, Hawaï, Salvador, Italie. 3 des résultats sont du Mexique, du même volcan. 3 des premiers résultats sont de mystérieux signalements aux abords du même volcan au centre du Mexique. Le pic d'Orizaba. Affiche-en un. C'est quoi ce truc? Il continue de bouger. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Ça, c'était bizarre. Je vais le remettre. On dirait un météore, non? Mais ça s'arrête et ça plane au pied du volcan. C'est rare qu'on ait ce genre d'image. C'est une très bonne vidéo, une sacrée vidéo. Mais je me dis, après tout, ça pourrait être un insecte juste devant la caméra. Ou un drone avec un dispositif lumineux pourrait donner cet effet. Ça bouge très vite pour un drone. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ce volcan qu'on a sur la vidéo est situé vers Rio Blanco. Où il y a tous ces signalements. Oui. Les signalements d'OVNI se regroupent dans la jungle de Rio Blanco depuis des siècles. Mais maintenant, on pense savoir pourquoi. Cette jungle est toute proche d'un énorme volcan, le pic d'Orizaba. Est-ce que les volcans pourraient être le centre de tout ça, le lien de toutes ces activités? On a donc des vidéos, des signalements dans différentes cultures et différents pays, partout sur Terre. Et le point commun, ce sont les volcans. Qu'est-ce qui se passe? Prochainement dans Contact. Le temps que j'aille chercher ma caméra, et il n'y avait plus que 3 lumières espacées d'1 kilomètre. Et qu'a fait le gouvernement à la suite de tous ces témoignages? Rien. Qu'est-ce qui se passe ici que le gouvernement veuille tant cacher? Il y a plusieurs témoins qui ont déclaré avoir vu quelque chose s'écraser. Reste à savoir ce qui s'est passé. Ça pourrait être le premier cas documenté d'un atterrissage de vaisseaux extraterrestres à la surface de la Terre. Si on se base sur la théorie du complot, ça cache peut-être quelque chose. Pourquoi ils ont clôturé cet endroit? À cause de ça,